Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par George Beebe, ancien directeur de l'analyse sur la Russie à la CIA et actuel directeur de la grande stratégie à l'Institut Quincy pour une diplomatie responsable. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous. Chaque fois que nous abordons la question de la fin de la guerre en Ukraine par la diplomatie, les opinions sont toujours très partagées. Certains estiment qu'elle doit se résoudre sur le champ de bataille, car les positions sont trop éloignées, tandis que d'autres pensent qu'il existe encore une voie vers la paix. Je suppose que le principal défi est que la Russie considère cette situation comme un processus en cours depuis 30 ans et la perçoit comme une menace existentielle, ce qui rend ses exigences très élevées. Alors, comment voyez-vous la voie vers la paix dans ce contexte? Eh bien, vous savez, c'est une question intéressante, car si l'on regarde l'avis des experts à ce sujet, il y avait un grand nombre de personnes avant l'invasion qui ne pensaient pas que cela était probable. Beaucoup d'entre elles se trouvaient d'ailleurs à Moscou. L'invasion a pris par surprise une grande partie de la classe d'experts russes elle-même. Mais en Occident, et je dirais la majeure partie de ce que j'appellerais l'establishment de la politique étrangère à Washington, il y avait pas mal de scepticisme quant au fait que cela se transformerait réellement en guerre. Il y avait, je pense, un cercle relativement restreint d'experts, en grande partie des réalistes, qui disaient « Eh bien, cette guerre est probable ». Les Russes considèrent la possibilité d'une sorte d'alliance militaire entre l'Ukraine et les États-Unis, ou entre l'Ukraine et l'OTAN, comme une menace existentielle, et ils prendront des mesures extrêmes pour empêcher que cela ne se produise. Il y a donc une probabilité très importante que cette invasion ait lieu. Mais ensuite, si l'on regarde le cercle de personnes qui disaient « Eh, c'est sérieux, une guerre est en fait probable à moins que nous ne trouvions un compromis pour en sortir », très peu d'entre elles pensent également qu'une forme de résolution pacifique de cette guerre soit possible. Ce qu'il faut examiner ici, selon moi, c'est un facteur très important qui a changé depuis 2022, à savoir les États-Unis eux-mêmes. En 2022, l'administration Biden ne voulait pas faire de compromis pour trouver un moyen d'éviter un conflit. Elle estimait que l'idée selon laquelle l'OTAN pouvait et devait continuer à s'étendre vers l'Est aussi longtemps qu'elle le souhaitait, et que la Russie n'avait aucun droit de veto, aucun mot à dire à ce sujet, constituait un principe fondamental. Et en effet, l'hégémonie de l'OTAN était considérée comme essentielle à l'ordre mondial. Pour que le monde soit pacifique et stable, les États-Unis devaient veiller à ce que l'ordre occidental demeure le modèle dominant à l'échelle mondiale. Ils n'étaient pas prêts à y renoncer. Cependant, ce qui s'est passé depuis, c'est que l'administration Trump a remporté l'élection et est arrivée au pouvoir avec une vision très différente de ce que devrait être le fondement de l'ordre mondial, de ce à quoi la sécurité européenne devrait ressembler, du rôle que l'alliance de l'OTAN devrait jouer dans le monde et du rôle que l'Amérique elle-même devrait tenir au sein de cette alliance. Il y a eu un changement fondamental. Et si l'on examine la stratégie de sécurité nationale des États-Unis, il est immédiatement évident qu'ils adoptent ce que j'appellerais une approche plus réaliste du monde, en disant essentiellement que les grandes puissances doivent se trouver dans un état d'équilibre et que nous devons trouver un moyen d'équilibrer les intérêts entre ces grandes puissances lorsqu'elles entrent en tension. Il faut donc une combinaison d'équilibre des puissances et d'engagement par la diplomatie. Or, si l'on considère la guerre en Ukraine à travers ce prisme d'un changement d'approche américaine, je pense que cela modifie la probabilité d'un compromis dans ce contexte. Et je soulignerai quelque chose que beaucoup reconnaissent rétrospectivement comme une occasion manquée. Les négociations d'Istanbul entre la Russie et l'Ukraine, médiées par les Turcs dans les premiers mois suivant l'invasion,
où il semblait que les deux parties convergeaient vers un compromis qui aurait pu mettre fin à la guerre. Cela rendrait l'Ukraine militairement neutre. Cela imposerait certaines limites aux capacités militaires ukrainiennes et résoudrait bon nombre des autres différends entre les deux parties. Et si l'on en croit le récit médiatique, beaucoup affirment que les Ukrainiens étaient prêts à envisager ce type de compromis et étaient proches d'accepter. Mais l'Occident, sous la forme de Boris Johnson du Royaume-Uni, est intervenu et a déclaré « Oui, nous ne sommes pas très à l'aise avec les conditions proposées ici. Vous pouvez faire mieux. Alors continuons cette guerre, négocions plus tard à partir d'une position de force et voyons où nous en serons après un certain temps. » Ce qui a changé depuis avril 2022, c'est l'attitude de Washington. Imaginez qu'en avril 2022, la Maison-Blanche ait dit « Hey, bonne affaire. Il faut accepter cela. Ça ne s'améliorera pas. Vous serez bien mieux lotis en mettant fin à cette guerre, en préservant votre indépendance en Ukraine et en vous concentrant sur la reconstruction. » Eh bien, c'est désormais le cas. Nous avons une administration qui a déclaré « Nous sommes prêts à faire des compromis avec la Russie sur un aspect clé de la sécurité dans cette guerre, à savoir l'élargissement de l'OTAN, la place de la Russie en Europe et la place de l'Ukraine en Europe. » Compte tenu de cela, et du fait que l'Ukraine entend désormais de la part de son principal bienfaiteur, sans lequel elle ne peut réellement poursuivre cette guerre, qu'elle ferait mieux de trouver un moyen de compromis. Je pense que cela change fondamentalement la situation à laquelle nous faisons face. Ça ne signifie pas que la paix soit automatique. Il reste encore de nombreuses questions très difficiles à gérer. Mais lorsque les États-Unis eux-mêmes disent « Vous savez quoi, nous devons trouver une issue à cette situation » et que l'Ukraine a de bonnes raisons, sur le champ de bataille, de vouloir en trouver une. Car si cette guerre continue, l'Ukraine va peu à peu voir disparaître toute perspective d'un avenir sûr et prospère. La Russie, elle aussi, a besoin d'une issue. Non pas parce qu'elle pense ne pas pouvoir gagner militairement, mais parce que sur le plan géopolitique, elle s'est retrouvée dans une impasse, très dépendante de la Chine, incapable d'entretenir un dialogue raisonnable avec l'Europe et les États-Unis, et par conséquent affaiblie géopolitiquement, beaucoup moins influente, beaucoup moins capable de naviguer entre l'Est et l'Ouest pour jouer les uns contre les autres. Et donc la Russie a, je pense, certaines raisons géopolitiques fondamentales de chercher à trouver une résolution ici. Et il faut se demander, eh bien, si les États-Unis veulent que cela se fasse, si l'Ukraine a des raisons très pratiques de vouloir que cette guerre prenne fin, et si la Russie a de grandes raisons géopolitiques d'y mettre un terme, qui s'y oppose? Qu'est-ce qui fait obstacle? Je dirais qu'il existe un groupe qui ne veut pas que cela se termine. Et c'est vraiment de cela qu'il s'agit à ce stade. J'appellerais cela l'ancien establishment de la politique étrangère, celui qui s'est imposé aux États-Unis depuis la fin de la guerre froide et qui a dominé l'Europe dans sa propre approche de la sécurité et de la diplomatie. C'est ce groupe qui ne veut pas voir de compromis ici. Ce n'est pas tant une impasse entre l'Ukraine et la Russie, même s'il y a certainement de profonds désaccords à ce sujet. Je pense que ces désaccords peuvent être surmontés. Il existe une manière de parvenir à un compromis que tout le monde peut juger acceptable. Mais vous savez, le blob, si l'on veut les appeler ainsi, le groupe qui dirige la politique étrangère de Washington depuis 3 décennies, ne veut pas voir ce genre de compromis. Ils ne veulent pas refermer la porte sur une approche de la sécurité européenne, sur une conception de l'ordre mondial à laquelle ils sont très attachés. Ainsi, le chemin vers la paix dépend vraiment de la capacité de l'administration Trump à surmonter la résistance de cette vieille garde, de cet ancien establishment en Europe et aux États-Unis,
qui ne veut toujours pas voir de compromis dans cette affaire. Pourquoi les Européens accepteraient-ils un quelconque compromis? Parce que vous savez, si nous parvenions à vaincre la Russie, alors en substance, le résultat serait que les Américains pourraient rester. Nous aurions donc l'Amérique derrière nous, ce puissant bouclier ukrainien devant nous, la Russie serait affaiblie, et encore une fois, elle devrait se plier aux exigences. Pendant ce temps, si nous perdons la guerre, tout le projet d'après-guerre froide visant à établir une Europe sans la Russie s'effondre, et les États-Unis se tourneront probablement vers d'autres régions. La pertinence de l'Europe s'écroulerait, et sans le pacificateur américain, il est probable que les Européens commenceraient à se fragmenter d'eux-mêmes. Il n'y aurait plus une seule Europe, mais plusieurs Europes. Ainsi, étant donné que la situation semble être du tout ou rien, dans quelles conditions les Européens seraient-ils disposés à accepter la fin de cette guerre? Eh bien, je pense que l'Europe doit affronter une réalité ici. Leur choix optimal, tel que vous l'avez décrit, n'est pas réalisable. Les États-Unis ne le permettront pas. Nous n'allons tout simplement pas laisser cette guerre se poursuivre uniquement pour que l'Europe puisse maintenir les combats aussi longtemps qu'elle le souhaite, dans le but de bloquer un avenir qui la met mal à l'aise. La nature de l'alliance transatlantique va changer d'une manière ou d'une autre. Soit il s'agit d'un changement maîtrisé, une transition encadrée dans laquelle les États-Unis et leurs alliés européens s'efforcent d'orchestrer quelque chose de moins brutal, de moins chaotique, de moins dommageable pour toutes les parties concernées et qui préserve les intérêts fondamentaux de tous les alliés, soit il s'agira d'une transition très abrupte et très déstabilisante. L'Europe n'a pas le pouvoir de contraindre les États-Unis, ni l'administration Trump, à continuer de soutenir cette ancienne approche de l'hégémonie de l'OTAN en Europe et de la primauté américaine et occidentale dans le monde. L'administration Trump suit une autre direction. Le monde lui-même, ainsi que les rapports de force en son sein, évoluent dans une certaine direction. Les Européens n'ont pas le pouvoir d'empêcher cela. Alors, quel intérêt les Européens ont-ils à monter dans le train? Je pense que pour l'Europe, l'enjeu est que le train va quitter la gare avec ou sans eux. Il vaut bien mieux pour eux monter à bord de ce train que de rester sur le quai, ce qui serait une situation bien plus problématique pour eux dans l'ensemble. Et ils ne peuvent tout simplement pas soutenir l'effort de guerre de l'Ukraine sans les États-Unis. Ils n'ont pas les ressources en renseignements nécessaires pour fournir à l'Ukraine ce dont elle a besoin. Ils ne disposent pas d'un système de communication par satellite comparable à Starlink, qui est essentiel aux communications de l'Ukraine sur le champ de bataille. Ils n'ont pas la capacité militaro-industrielle de fournir les quantités d'équipements dont les Ukrainiens ont besoin pour maintenir ce conflit, en particulier en matière de défense aérienne. Donc, dire simplement aux États-Unis « Non, nous allons nous débrouiller seuls et cette guerre va continuer » n'est vraiment pas une option viable pour l'Europe. Mais un défi majeur, cependant, est que nous avons laissé ces problèmes s'envenimer pendant les 30 dernières années sans y remédier. Les Russes ont dit qu'il s'agissait d'une menace existentielle, et ils le pensaient vraiment. Et maintenant qu'ils se battent depuis 4 ans, et qu'ils sont manifestement en train de gagner, je pense que cela les place dans une position où ils ont non seulement des exigences ou des conditions élevées pour la paix, mais aussi la capacité de les imposer sans accepter de concessions majeures. Ainsi, étant donné qu'ils ont toutes ces exigences, la neutralité de l'Ukraine en étant une par exemple, cela impose en outre des limites strictes aux garanties de sécurité.
De plus, une Ukraine d'après-guerre devrait avoir un gouvernement plus amical. Ils ont utilisé le mot dénazification, mais aussi une armée plus petite, pas ces 800 000 soldats. Et enfin, bien sûr, les concessions territoriales. Dans quelle mesure voyez-vous un espace pour un compromis ici? Car je ne dis pas qu'il n'y a pas de domaine de compromis, mais nous savons très peu de choses sur ce qui a été dit, par exemple, en Alaska. Quels types d'engagements ont été pris par chaque camp? Alors, comment voyez-vous cela, disons, la marge de manœuvre possible? Parce que les Russes devront, vous savez, faire certaines concessions. Sinon, il n'y aura aucun moyen de parvenir à un règlement significatif ici. Eh bien, c'est exact. Je pense que nous voyons déjà certaines concessions de la part des Russes. L'idée selon laquelle ils auraient des exigences maximalistes inchangées depuis des années est tout simplement fausse. L'une des choses qui est devenue évidente à la sortie du sommet d'Anchorage, c'est que les Russes ont proposé un compromis territorial. Avant ce sommet, leur position, telle que définie par le président Poutine dans son discours de juin 2024, était que tous les territoires officiellement annexés par la Russie devaient être entièrement contrôlés et cédés par l'Ukraine à la Russie pour qu'il y ait la paix. Je pense que ce qui s'est passé à Anchorage, c'est que Poutine a déclaré qu'ils étaient prêts à mettre fin à la guerre sur la ligne de contact dans deux des régions annexées par la Russie, Zaporizhia et Kherson, en échange d'un retrait ukrainien des parties du Donbass qu'ils occupent encore militairement. Or, les Ukrainiens ont dit « non, nous ne sommes pas à l'aise avec ça ». Je pense que les Russes s'attendaient, en sortant d'Anchorage, à ce que l'administration Trump fasse essentiellement pression sur l'Ukraine pour qu'elle accepte cet accord. Cela ne s'est pas produit, et je pense qu'il y a une bonne raison à cela. L'administration Trump reconnaît à juste titre que si cet accord semble avoir été imposé de force à l'Ukraine, il ne recevra aucun soutien à Washington, ni au Congrès, ni de la part du milieu de la politique étrangère. Il serait perçu comme injuste, une capitulation ukrainienne. Et cela ne va pas dans l'intérêt de l'administration Trump, car elle souhaite obtenir l'adhésion de la bureaucratie de Washington et du Congrès. Je pense qu'elle envisage une série d'accords que le Sénat ratifiera effectivement. Et je pense que les Ukrainiens veulent cette ratification. Je pense que les Russes la veulent aussi. Les Russes souhaitent la ratification parce qu'une des dispositions clés de ces accords sera la fermeture de la porte à l'élargissement de l'OTAN vers l'Est, c'est-à-dire que l'Ukraine ne deviendra pas membre de l'OTAN. Et les Russes veulent que cela figure dans un traité, comme une obligation juridique, afin de ne pas simplement se fier à la poignée de main d'un président dont la décision pourrait être annulée à l'avenir par une autre administration. Les Ukrainiens le veulent parce qu'ils souhaitent pouvoir montrer à leur population qu'ils ont obtenu des garanties de sécurité ayant une force juridique de la part des États-Unis. Maintenant, la question est de savoir s'il est possible de trouver un compromis qui respecte les lignes rouges de la Russie concernant une présence militaire européenne ou américaine sur le territoire ukrainien, tout en donnant en même temps aux Ukrainiens suffisamment d'assurance qu'ils ne seront pas laissés seuls en cas de nouvelle invasion à l'avenir. Je pense que la réponse est oui. Encore une fois, il faut savoir lire un peu entre les lignes. Mais si l'on regarde le document issu des discussions de Paris il y a quelques semaines, il semble que les négociateurs aient mis en place un système à 3 niveaux, dans lequel l'Ukraine elle-même sera principalement responsable de sa propre défense, de la dissuasion d'une future invasion russe. Ce sont eux qui assument la majeure partie de cette responsabilité. Le niveau suivant, au-delà des Ukrainiens, est celui de la coalition des volontaires européenne.
qui fournira à l'Ukraine les moyens militaires nécessaires pour soutenir cet effort d'autodéfense. Ce document énumère plusieurs options, y compris une implication militaire directe sur le territoire ukrainien de la part de la coalition des volontaires. À condition qu'il y ait une indication claire d'une nouvelle invasion de l'Ukraine par la Russie, les États-Unis se situent dans ce troisième niveau. Dans ce cadre, les États-Unis n'apportent pas de soutien direct à l'Ukraine. Ils soutiennent la coalition des volontaires dans les domaines où ils disposent d'avantages comparatifs uniques. Rien de tout cela n'oblige les participants occidentaux à l'accord à considérer une attaque contre l'Ukraine comme une attaque contre eux-mêmes. En d'autres termes, il n'existe aucun engagement explicite de type article 5. Mais cela ne retire pas non plus la possibilité d'une participation directe des forces occidentales en cas de nouvelle invasion russe. L'idée ici est de dissuader les Russes, de leur donner suffisamment d'incertitude quant à la situation pour qu'ils craignent qu'une réinvasion puisse entraîner un affrontement direct avec l'Occident, tout en respectant les préoccupations de la Russie, qui ne veut pas voir d'infrastructures militaires américaines ou européennes sur le territoire ukrainien, pouvant être utilisées pour représenter une menace offensive contre elle. Maintenant, la manière dont on définit cela sera déterminante. Et je pense qu'une partie du travail des négociateurs en ce moment consiste à préciser le langage exact décrivant ce qui pourrait déclencher une intervention d'une coalition de volontaires. Comment définit-on cela? Ces mots sont d'une importance cruciale dans ce type de situation. Je pense que les Russes voudront exclure tout déploiement de forces de la coalition des volontaires sur le territoire ukrainien, en dehors du contexte d'une réinvasion clairement définie à l'avenir. C'est donc, j'en suis sûr, l'un des points que les négociateurs essayent de préciser dans tout cela. Mais en principe, y a-t-il un moyen de trouver un compromis, de donner aux Ukrainiens des garanties suffisantes sans paraître excessivement menaçant pour les Russes? Je pense que oui, nous sommes probablement proches de trouver ce juste équilibre. Ce n'est pas une tâche facile, mais je ne crois pas que ce soit impossible. Et je pense que les négociateurs ont en réalité fait beaucoup de progrès sur ce point. Ce qui est intéressant avec l'Alaska, cependant, c'est que les Russes n'ont pas confirmé qu'ils seraient prêts à faire ce compromis. En revanche, ils ont insisté sur le fait que l'Ukraine devait quitter le Donbass. En omettant Kherson et Zaporizhzhia, il y a clairement une forte indication que c'est bien ce qui a été dit. Mais j'ai l'impression que, pour les Russes, la principale préoccupation est que tout accord de paix serait en réalité un autre Minsk. Juste une petite pause pour permettre à l'Ukraine de se reconstruire avant de recommencer. Et vous savez, je pense que c'est pour cela qu'ils cherchent ces garanties, parce que les Ukrainiens veulent évidemment entraîner l'OTAN dans cette guerre. Donc, vous savez, si nous avons les garanties de sécurité, alors il y aura toutes les raisons au monde de d'abord reconstruire l'Ukraine, puis l'Ukraine voudra déclencher quelque chose pour rallier les Américains et les Européens à sa cause. Mais, oui, c'est une situation délicate. Je pense que c'est aussi pour cela que les Russes veulent un gouvernement ami à Kiev et des limites à la taille de l'armée ukrainienne d'après-guerre. Voyez-vous cela comme l'un des domaines où les Russes doivent céder, ou bien y a-t-il ici un point de rencontre possible? Eh bien, je pense que la question de la taille de l'armée ukrainienne est en réalité un faux débat à ce stade. Elle est plus importante symboliquement que pratiquement en ce moment. La raison en est que l'Ukraine fait face à une crise démographique. Beaucoup de gens ont fui la guerre et le taux de natalité de l'Ukraine se trouve, disons, dans ce que j'appellerais la zone de mort.
Le pays se retrouve dans une situation où une grande partie de la population est composée de retraités, de pensionnés, de plus en plus dépendants de l'État, mais qui ne peuvent pas vraiment être productifs sur le plan économique et certainement pas servir dans l'armée. Il est donc très peu probable que les Ukrainiens puissent maintenir une grande armée permanente. Compte tenu des circonstances économiques et de la crise démographique auxquelles ils sont actuellement confrontés. Et cela ne changera pas, à moins qu'un miracle ne se produise. Ils vont récupérer des millions de rapatriés qui avaient fui vers la Russie et l'Europe après le début des combats. Ils vont avoir un problème très difficile à gérer pour constituer une armée permanente bien plus grande que 250 000 ou 300 000 hommes. Donc, cette question de savoir si l'accord de paix prévoit une armée de 600 000 ou de 800 000 hommes, et ce que les Russes vont accepter à ce sujet, je ne pense pas que les Russes croient vraiment que ce chiffre ait une grande signification pratique. Si les Russes veulent faire un geste symbolique envers les Ukrainiens et dire « Très bien, vous voulez une armée de 800 000 hommes sur le papier dans cet accord, cela nous va, tout en sachant parfaitement que c'est une illusion totale pour l'Ukraine. » Je pense qu'ils peuvent le faire. Je sais qu'ils soient vraiment inquiets à propos d'une grande armée permanente en Ukraine. Ce qui les préoccupe le plus, ce sont les armes à longue portée, des armes de frappe qui pourraient être développées ou déployées en Ukraine et qui pourraient menacer les capacités militaires stratégiques de la Russie. C'est, je pense, une inquiétude légitime de leur part. Mais en dehors de cela, et cela inclut également le stationnement de forces de combat occidentales et d'infrastructures militaires occidentales sur le territoire ukrainien, je pense que ce sont des points sur lesquels les Russes ne céderont tout simplement pas. Ils vont tracer des lignes rouges très nettes sur ces questions, car ce sont des possibilités réelles, et ce sont des choses que les Russes considèrent généralement comme des menaces. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment des obstacles insurmontables. Je pense que les États-Unis, et par extension, l'Union résoudre ces questions de manière pragmatique. C'est la dernière question. Pensez-vous qu'un tel accord, y a-t-il des indications selon lesquelles l'arrêt de l'expansion de l'OTAN s'appliquerait à d'autres pays? Car un problème majeur avec l'OTAN qui continue de s'étendre vers l'Est, c'est qu'une fois qu'elle atteint le voisinage commun, non seulement l'Ukraine, mais aussi la Moldavie, la Géorgie, on trouve des populations profondément divisées, dont la moitié penche vers l'Ouest et l'autre moitié vers l'Est. Donc, si on leur demande de choisir entre nous ou eux, cela pourrait déclencher, peut-être pas une guerre civile complète, mais au moins des conflits internes dans lesquels les Russes et l'OTAN interviendraient, bien sûr, pour tenter de les attirer de leur côté. En somme, ce que nous avons vu en Ukraine. Comment empêcher ces pays de devenir de futurs États tampons? Pensez-vous que cela pourrait aussi être inclus dans un tel accord afin d'éviter que cela ne se reproduise? En fait, oui. Si l'on regarde l'attitude de l'administration Trump à l'égard de l'élargissement de l'OTAN, il se montre sceptique quant à la poursuite de cette expansion, voire carrément opposé. Le problème actuel, c'est que les administrations américaines successives n'ont jamais considéré l'élargissement de l'OTAN comme quelque chose réellement lié aux intérêts nationaux vitaux des États-Unis. Elles ne se sont jamais posé la question, est-il vital pour la sécurité américaine de défendre la Géorgie, d'entrer en guerre avec la Russie pour défendre la Géorgie? Est-il vital pour la sécurité américaine d'entrer en guerre avec la Russie pour défendre l'Estonie? Après avoir intégré les États baltes à l'Alliance, il a fallu presque une décennie avant que les États-Unis et l'OTAN ne mettent réellement au point un plan pour les défendre.
Nous ne l'avons fait qu'après qu'un représentant de l'Estonie a levé la main et dit « Vous ne pensez pas qu'on devrait avoir un plan ?» Et la réaction à Washington a été « Oh oui, bonne idée, nous devrions faire ça. » Ce qui montre à quel point les gens à Washington prenaient au sérieux l'idée qu'ils pourraient réellement devoir exercer une défense de l'article 5 pour les nouveaux membres. Nous avons abordé l'élargissement de l'OTAN comme une mission idéologique, un effort pour transformer d'autres pays, libéraliser leur gouvernance interne et établir ce que j'appellerais une otanisation de l'ordre mondial. Cela n'était pas perçu comme un engagement à faire la guerre pour défendre les nouveaux États membres. Cela a maintenant changé, et je ne pense pas que nous reviendrons jamais à cette ancienne conception. Je crois que nous reconnaissons désormais que si nous devons accueillir un nouvel État membre dans l'OTAN, nous devrons réellement envisager sérieusement. Devons-nous faire la guerre pour défendre cet État? Est-il essentiel pour la sécurité des États-Unis d'entrer en guerre pour défendre cet État? Je pense que la réponse pour tous les membres potentiels qui pourraient vouloir rejoindre l'Alliance sera non. Si nous examinons vraiment ces États, maintenant, est-il vital pour la sécurité américaine d'entrer en guerre pour défendre la Géorgie contre la Russie? La réponse est non, ce ne l'est pas. Nous connaissons déjà la réponse à ces questions. Je pense donc que la question de savoir si l'élargissement de l'OTAN doit se poursuivre et si les États-Unis voudront garder la porte ouverte à cet égard a en réalité déjà trouvé sa réponse. La réponse est non. Et cela, à son tour, constitue la base d'un compromis avec la Russie qui va au-delà de la seule Ukraine. Cela ouvre la voie à une remise en question des fondements de la sécurité européenne, de l'Alliance transatlantique et du rôle de Russie dans cet arsenal de sécurité. Eh bien, alors que les Européens battent les tambours de la guerre, j'apprécie votre optimisme à ce sujet et j'espère vraiment que votre évaluation est correcte et que nous arrivons à une sorte d'accord. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci. Thank you.